Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous voyez, lunettes, veste, aujourd'hui c'est une vidéo sur un des différents troubles de la santé mentale qu'on va aborder. Et aujourd'hui ce qu'on va aborder c'est le trouble de la schizophrénie. Du coup, comme d'habitude, je vais avoir avec moi le DSM-5. Donc comme je l'ai déjà dit, il y a eu plusieurs DSM, donc il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4. Ensuite, il y a eu le 4 revu, reviewed, qui se partage un peu la vedette avec le 5. Il y a certains des diagnostics qui sont plus acceptés dans le milieu dans le 4R, du coup, d'autres plus dans le 5. Donc c'est un peu un entre-deux. Tout ce que je dis ne vaut pas l'avis d'un spécialiste. Si vous avez des doutes pour quelqu'un, pour vous-même, allez consulter. Cette vidéo n'est en aucun cas un diagnostic. Sur ce, j'ai toujours mon tableau, il est un peu moins blanc que la dernière fois. Et on va y aller du coup. Schizophrénie, qu'on abrège souvent SZ, qu'on fait des études et qu'on décrit très vite. Du coup, la prévalence, donc comme d'hab, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Prévalence, il y a environ 0,7 à 1% de personnes touchées. Et il y a environ 3 femmes pour 4 hommes. Donc ça, c'est les données de l'OMS. Hein. Et en général, la maladie est diagnostiquée, on va dire la première crise en principe se produit entre 15 et 25 ans. Mais souvent, il y a des symptômes avant, un peu plus atténués, les prémices, si on veut, de ce trouble. Du coup, si je résume pour l'instant, schizophrénie SZ, 0,7 à 1% de la population, donc c'est moins que les autres troubles. C'est même moins que le TDI, qu'on verra également plus tard et qui est typiquement ce qui est dans le film Split. Il y a 3 femmes pour 4 hommes, 2 à 3 fois plus de risque de mourir plus tôt du coup, et c'est entre 15 et 25 ans que la première crise se produit en moyenne, bien sûr. On va directement aller attaquer les symptômes et vous allez voir que les symptômes dans la schizophrénie c'est très intéressant parce qu'il y a 2 types de symptômes. Du coup, je prends mon livre. Donc du coup, ce qu'il faut savoir c'est que dans la schizophrénie, il y a les symptômes dits positifs et les symptômes dits négatifs. Et souvent on connaît les symptômes dits positifs, mais on a moins souvent entendu parler des symptômes négatifs et c'est hyper intéressant de le savoir. Donc, symptômes positifs. En gros, on va partir de la personne de son fonctionnement normal de base, donc je vais faire un cerveau, et c'est des choses qui vont se rajouter. Par exemple, des hallucinations, des pensées en plus, des comportements en plus, des croyances, etc. Les symptômes négatifs, pareil, on va prendre son cerveau, et c'est des choses qui vont s'enlever. Par exemple, il y aura un émoussement affectif, il y aura une moins bonne adaptation en société, il y aura peut-être moins de pensées d'un coup, des blancs, des latences, etc. Donc c'est des choses qui vont s'enlever au fonctionnement normal. Du coup, les symptômes que l'on trouve dans le DSM, 2 ou plus. Parmi les symptômes suivants, du coup, idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés, comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs, abolie ou diminution de l'expression émotionnelle. Donc là, on voit qu'il faut 2 ou plus de ces symptômes. Ce qu'on voit également, c'est que les symptômes négatifs font partie de ces 2 ou plus. Donc, des fois, on peut se dire, tiens, cette personne, elle parle moins que d'habitude ou elle est un petit peu bizarre, mais on va pas forcément penser directement à la schizophrénie. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi, et c'est pour ça que cette série de vidéos sur la santé mentale, c'est important parce que d'un coup, on peut passer à côté de choses, alors que si on était au courant, peut-être on aurait pu accompagner de manière beaucoup plus respectueuse de la personne, sans lui mettre la pression, plutôt en se disant, ah ben tiens, là, il y a peut-être quelque chose à vérifier. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc 2 ou plus. Les idées délirantes et les hallucinations en général, c'est ce qu'il y a le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les idées délirantes, ça peut être lié à la paranoïa, de penser qu'il y a des gens qui sont contre nous. Ça peut être lié à des idées de grandeur, donc de penser que peut-être on est Jésus ou autre. Ça peut être des idées de cet ordre-là. Et j'ai pas précisé, mais il faut qu'il y ait au moins soit les idées délirantes, soit les hallucinations, soit le discours désorganisé pour que ce soit considéré comme la schizophrénie. Les hallucinations, elles peuvent être de différents types.
On peut avoir des hallucinations visuelles. Typiquement, pendant un moment, j'ai travaillé dans le département des maladies psychotiques et autres troubles, enfin troubles du spectre de la schizophrénie, on va dire, et autres troubles psychotiques du CHUV. Et du coup, je devais plus ou moins déterminer à quel point les personnes étaient dans des crises ou pas, ou dans des épisodes aigus ou pas. Enfin, je devais en gros coter des symptômes de 1 à 5 ou à 7, je sais plus. Bref, on devait coter en disant beaucoup, pas beaucoup, etc. Et du coup, il y avait typiquement des patients qui ont l'impression que les yeux des affiches les suivent dans la rue, ou qui ont l'impression qu'on appelle leur nom, ou qui ont l'impression que le téléphone sonne, ou que la sonnette sonne, c'est des hallucinations auditives, ou qui ont l'impression qu'il y a des ombres chez eux, mais c'est pas juste comme des fois on a l'impression qu'il y a une ombre qui passe, ils ont vraiment l'impression qu'il y a des ombres qui sont là tout le temps. Il y a même des hallucinations synesthésiques qui peuvent arriver, typiquement dans le corps. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont les organes inversés, qui pensent qu'ils sont en feu, qui pensent qu'ils ont des poils dans la bouche, enfin qui tirent tout le temps des fils comme ça, etc. etc. Tout ça, c'est des hallucinations synesthésiques. Et il y a même un patient qui, parce qu'on lui a parlé de lunettes de soleil, il est devenu aveugle en fait pendant un jour. Il voyait plus rien, il voyait tout noir. Et c'était une hallucination synesthésique du coup. Discours désorganisé, c'est un peu comme les idées délirantes, mais c'est un peu différent. La personne, elle parle et on voit pas où elle veut aller, elle est perdue. Souvent, on va dire, ah mais j'ai vu quelqu'un dans la rue, il était perdu, enfin c'était bizarre ce qu'il disait. Discours désorganisé, c'est vraiment, on comprend pas, il n'y a pas de point A, un point B. Tandis qu'on peut avoir des idées délirantes très claires. Moi, je suis venue sur Terre, je suis la réincarnation de Jésus, né à telle date, qui est mort à telle date, et moi, je suis sa réincarnation, etc. C'est très clair, c'est très carré comme discours. Tandis que le discours désorganisé, c'est désorganisé. Donc on comprend rien, on sait pas où la personne veut aller, des fois elle dit un truc, des fois l'autre truc, etc. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, c'est aussi le comportement physique. Ça veut dire que des fois la personne elle a des spasmes ou alors elle bouge pas du tout, et même des fois il y a des gens qui restent en position comme ça pendant tout le temps, genre toute leur vie, ou en tout cas pendant tout le long de la crise, ils restent sans bouger. Ils peuvent avoir une jambe, un œil, la moitié de la bouche comme s'ils étaient paralysés comme ça. Il y a vraiment des personnes qui deviennent comme paralysées et ça revient presque à une hallucination synesthésique, c'est que ils ont l'impression, ils ressentent que ça se passe comme ça et des fois ils peuvent plus bouger simplement. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une régression, ou en tout cas une diminution du niveau de vie, du niveau de fonctionnement dans le travail, les relations, l'hygiène, etc. Il faut que le trouble marque des signes continus pendant au moins 6 mois. Il faut du coup que les symptômes qu'on a dit en premier soient là pendant au moins 6 mois. Avant, je vous ai parlé de la période juste avant le trouble, qui est la période prodromique, où on a les premiers signes, et après on a les symptômes résiduels qui sont après la crise, si on veut bien. Et souvent, dans ces périodes-là, c'est plutôt les symptômes négatifs qui vont se présenter. Donc, c'est plutôt un émoussement de l'affect ou de la peine à avoir une émotion qui matche avec ce qui est censé être. Par exemple, on va raconter un truc hyper triste, la personne va rigoler, ou l'inverse, on va raconter un truc marrant et la personne, elle va être pas bien, elle va être triste. Et comme s'il y avait un peu un décalage entre la situation et la personne, on voit le décalage, des fois on se sent pas forcément à l'aise parce que du coup, la schizophrénie, c'est un des troubles les plus compliqués, un des troubles les plus compliqués, hein, pas le trouble, mais un des troubles les plus compliqués au niveau social, en fait, c'est que vu qu'on perd le contact avec la réalité, on est moins dans les normes sociales. La dernière fois, on avait parlé de la bipolarité. Dans la bipolarité, il y a un côté hyper mis en avant parfois, le côté artistique. Ben, typiquement, Kanye West, il est bipolaire, il a été diagnostiqué, sauf erreur, en 2016 ou 2018, je sais plus. Enfin bref, il n'y a pas si longtemps, peut-être même 2019. Mais il a refusé de prendre les médicaments parce que ça coupait sa créativité. Et en fait, la bipolarité, c'est le cerveau qui fonctionne à toute allure et même des fois qui est visionnaire. Alors c'est pas facile parce qu'on peut dépenser de l'argent, on peut être des fois, on peut avoir des comportements pas cool, socialement parlant non plus. Mais il y a un côté bien vu. Tandis que dans la schizophrénie, il y a quand même ce côté, c'est souvent comme ça qu'on représente les fous au cinéma. Ils sont schizophrènes en général. C'est des gens, on a peur. D'ailleurs, quand je suis allée travailler dans ce département au CHUV, on me disait, mais t'as pas peur avec les schizophrènes?
Alors qu'en fait, ces personnes-là, c'est plutôt elles qui avaient peur en se disant mais je me reconnais pas, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, etc. Ensuite, on exclut les autres troubles. On vérifie que c'est pas dû à des médicaments ou à autre chose ou à un problème, par exemple une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça. Et on fait aussi la différence avec des troubles du spectre de l'autisme. Là, c'est vraiment pour les psychiatres surtout, qui vont poser le diagnostic, ils doivent vraiment faire attention à différents autres critères. Malheureusement, c'est un trouble qui peut être génétiquement transmissible. Donc, potentiellement, si un parent est diagnostiqué comme schizophrène, il y a plus de risques qu'un de ses enfants soit diagnostiqué comme schizophrène, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est le cas, et ça ne veut pas dire que si aucun des parents ne l'est, l'enfant ne peut pas être schizophrène. C'est qu'il y a c'est un facteur de risque en plus si on veut. Ce qui est compliqué avec la schizophrénie, c'est que comme je l'ai dit, ça augmente le risque de suicide, mais également il y a d'autres troubles associés, comme souvent des phobies, des angoisses. Les personnes peuvent développer aussi des TOC pour un peu se protéger en se disant peut-être que si je fais ci, ça et ça va pas revenir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça se présente sous forme de crise en général, d'épisodes, où d'un coup la personne sent que ça commence. Ah, je vois que je commence à avoir des idées et je sais que c'est pas juste, mais j'arrive pas à y aller contre. Il y avait un patient par exemple qui avait l'impression qu'il y avait peut-être des caméras dans sa boîte aux lettres, des fois on a l'impression qu'il y a des caméras dans les toilettes. Certaines personnes peuvent commencer à sentir que dans leur corps, il y a un truc bizarre. Ça veut dire que c'est un peu les symptômes prodromiques. On sent que ça commence, et si on a déjà eu plusieurs épisodes ou si on a quelqu'un dans notre famille qui a déjà fait ce genre d'épisode, on va reconnaître, on sent que ça commence, mais on n'arrive pas à s'en empêcher. Du coup, on peut développer des angoisses d'aller dehors, des angoisses parce que la dernière fois, ça s'est déclenché à cause j'étais à une fête, j'ai bu de l'alcool, ça s'est déclenché, j'ai une angoisse de boire de l'alcool. Parce que potentiellement le cerveau a associé ça à la crise. Et la fois d'après, ça va être j'ai caressé un chat, ça s'est déclenché, j'ai la phobie des chats, etc., etc. Après là, c'est très résumé, mais en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et des fois, les personnes peuvent du coup développer un peu des stratagèmes, des protections personnelles qui vont parfois marcher, mais en général, c'est pas lié à ça, c'est plutôt lié du coup à des substances dans le cerveau dont on va parler. Du coup, la schizophrénie, on a trouvé, pas moi, mais les chercheurs, qu'il y a plusieurs causes, comme d'ailleurs dans beaucoup de maladies. C'est une maladie d'origine plurifactorielle. Il y a un mix entre l'environnement et les gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique, la façon qu'ont les gènes de s'exprimer dans l'environnement. Pour traduire un petit peu le terme d'épigénétique, c'est comme si vous avez un livre avec beaucoup de pages et qu'il y a certaines pages qui sont collées parce qu'il y a eu de la confiture, parce qu'il y a eu je ne sais quoi et que ça les a collées entre elles. Du coup, on ne peut pas les lire et il y en a d'autres qu'on peut lire. Et si d'un coup, vous passez le livre sous l'eau, d'un coup, peut-être le sucre il va se libérer et on va pouvoir ouvrir ces pages, mais d'autres on ne pourra plus les lire parce qu'elles seront trop vieilles, elles seront effacées, etc., etc. Donc en gros, ça veut dire que il n'y a pas tout votre ADN et toute votre information génétique qui s'exprime. Il y a seulement certaines parties et ça dépend de l'environnement, ça dépend surtout du stress, de l'acidité et de la basicité. C'est vraiment quelque chose d'hyper important dans tout ce qui est biologie, etc. L'acido-basique, dans la chimie, dans la biologie, mais surtout dans tout ce qui est maladie psychique et autres troubles. Plus il y a eu de l'acidité, plus il y a des risques. Donc la mauvaise nourriture provoque de l'acidité, mais le stress provoque de l'acidité, la fièvre ou les maladies comme ça provoquent de l'acidité. Il y a beaucoup de choses qui provoquent de l'acidité. Typiquement les guerres, ça provoque énormément d'acidité et souvent malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes, pas directement, mais leurs enfants, de schizophrénie ou de troubles associés. Autre chose que j'ai pas précisé mais que j'ai écrit sur le tableau, qui se trouve ici, si on fume du cannabis avant l'âge de 16 ans, et même plus tard, le cerveau
Pour ceux qui ne savent pas, il termine de se former pas loin vers l'âge de 30 ans. Donc toute consommation d'alcool, de cannabis vient impacter les connexions neuronales qui n'ont pas fini de grandir et d'évoluer. Du coup, il y a 2 fois plus de risques. Donc on augmente son risque par 2, ce qui est énorme, en prenant du cannabis. D'autant plus si on a une prévalence dans la famille, on multiplie par je ne sais pas combien, mais c'est vraiment énorme. Donc déjà, s'il y a un public jeune qui regarde cette vidéo et qu'il y a déjà des personnes schizophrènes dans votre famille, évitez à tout prix le cannabis. Et s'il n'y en a pas, évitez quand même, parce qu'en vrai, ce serait vraiment bête de vous mettre là-dedans et d'un coup de devoir gérer cette maladie toute votre vie, alors que c'était pas forcément nécessaire. C'était la petite minute prévention. Et du coup, il y a un fait qui est hyper intéressant au niveau de la génétique qui montre que c'est pas forcément déterminant autant qu'on pourrait le penser, c'est que chez des jumeaux, en général ils testent sur les jumeaux monozygotes, donc qui ont le même patrimoine génétique, si un des jumeaux est atteint de schizophrénie, le deuxième a 40% de chance d'en être atteint aussi. Donc 40% c'est pas beaucoup quand on pense qu'ils ont le même patrimoine génétique, ça va vraiment dépendre de l'environnement. Là, ce que je vais dire, c'est hyper important, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer à travers ces vidéos, c'est que la schizophrénie, c'est une maladie biologique. Ça veut dire que le cerveau, il fonctionne d'une façon différente. Comme le corps fonctionne lors du diabète, le corps n'arrive pas à produire la molécule dont il a besoin, et on doit parfois s'injecter de l'insuline. Et pour la schizophrénie, c'est exactement pareil. Donc c'est pas que la personne n'a pas voulu ou qu'elle n'a pas fait d'effort ou que si elle avait mieux fait ci ou ça aurait pu être évité. C'est son cerveau qui n'a pas maturé son développement assez pour que les connexions neuronales soient assez stables et que du coup, il fonctionne de façon normale. Du coup, il y a aucune honte à être schizophrène comme il n'y a aucune honte à être diabétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que dans beaucoup de cultures, c'est très mal vu. Les schizophrènes sont souvent vus comme des gens possédés, démoniaques, peut-être même qui ont fait des pactes avec le diable ou d'autres choses du genre. Souvent considérés comme des déséquilibrés qui peuvent faire du mal, alors qu'il y a très peu de schizophrènes qui vont attaquer d'autres personnes dans la rue ou quoi. Souvent, la violence est envers eux-mêmes et d'autant plus qu'ils se sentent encore plus seuls et incompris parce que cette maladie est peu connue. Mais vraiment, c'est pour dire à quel point il n'y a pas de honte et on devrait vraiment dédramatiser. Alors oui, c'est difficile parce que on reconnaît pas forcément la personne. En plus, la schizophrénie, ce qui est compliqué, c'est que comme dans les phases maniaques, la personne ne se rend pas compte qu'elle est dedans. Et du coup, c'est dur de lui faire entendre raison et on ne peut pas lui faire entendre raison. Et du coup, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que vu de l'extérieur, on se rend compte que c'est pas ok, mais on n'arrive pas à raisonner la personne. Et du coup, c'est ça aussi, ça nous rend impuissants, on se sent impuissant face à ça. Et notamment dans la schizophrénie, c'est surtout les gènes liés au système immunitaire et nerveux. Donc apparemment, ce serait vraiment lié à un développement apparemment abîmé, si on veut, du système nerveux, du système immunitaire, qui créerait ou qui accentuerait cette maladie. Donc du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que contrairement, par exemple, à la dépression, où il n'y a pas vraiment de gènes identifiés, ou un peu, mais c'est plutôt des molécules, ici, on a vraiment des séquences ADN qui sont identifiées, et on peut voir également que parfois elles peuvent être déclenchées par d'autres maladies, comme je vous parlais avant, acide au terme biologique et chimique du coup, surtout quand le bébé est encore dans le ventre et que par exemple la maman va avoir de la fièvre ou quelque chose comme ça, c'est vraiment là où ça va être encore plus impactant. Donc on parle notamment du rétrovirus endogène qui peut être également activé par des infections comme de l'herpès ou autre. Il y a aussi une forte apparition chez l'homme. Donc du coup, ce serait le père qui transmettrait par différentes mutations dues à l'environnement et du coup qui peuvent être créées donc chez certains hommes qui du coup transmettraient à cause d'un dérèglement, si on veut, de leurs spermatozoïdes.
Et on a également vu qu'il y avait plusieurs endroits dans les gènes qui sont liés aux synapses. La synapse, c'est un peu un serpent avec au bout des antennes. Et en fait, c'est que ça va comme grignoter les antennes qui peuvent les relier à d'autres synapses. Et du coup, ils ont remarqué que dans la schizophrénie, il y a souvent ce déficit en fait où soit que du coup ces synapses ne se développent pas correctement ou alors qu'elles sont carrément grignotées si on veut. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Donc en gros, quand vous êtes petit, votre cerveau c'est un peu comme une page vierge. Au fur et à mesure de vos expériences, vous avez des synapses qui se créent. D'ailleurs, les enfants, ils apprennent très vite, mais ils oublient très vite parce qu'ils ont le cerveau très souple. Du coup, ils peuvent s'adapter, ils peuvent oublier des personnes, ils peuvent oublier souvent avant 3 ans, on n'a aucun souvenir. Parce que justement, vu que c'est très souple, il y a beaucoup de connexions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est seulement ce qui est stimulé qui reste en fait. Et le reste, ça disparaît, ça se crée autrement, etc. Et puis ensuite, on atteint un peu une phase où, au lieu de créer, le cerveau, il va comme prendre ce qui est nécessaire ou ce qui est utile, entre guillemets, et il va élaguer le reste pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus fonctionnel. C'est pour ça que souvent, quand on est plus jeune, on a peut-être moins d'a priori, on a moins d'idées toutes faites, parce qu'après, en fait, le cerveau, il crée des cases, tac, 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 tac. Et que des fois, les enfants, ils ont pas forcément les cases nécessaires pour comprendre qu'est-ce qu'un étranger, un handicapé, etc., etc. Et au fur et à mesure de notre apprentissage, on apprend ça et ensuite on élague certaines choses. Sauf que dans certains cas, l'élagage est trop important et réduit trop les connexions entre synapses, ce qui aussi aggrave et accentue le risque de schizophrénie. Et on a longtemps pensé qu'il y avait un dérèglement de la dopamine et de la sérotonine, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il faut vraiment se pencher dessus si ça vous intéresse. Il y a plein de sources à trouver, mais c'est beaucoup plus complexe que simplement un manque de dopamine ou de sérotonine. Donc actuellement, les hypothèses les plus en cours, c'est que dans la schizophrénie, ce qui est touché, c'est plutôt le système glutamatergique qui agit sur le système dopaminergique. Du coup, potentiellement, comment ils ont trouvé ça? Grâce aux médicaments. Souvent, les médicaments qu'on donne aux patients, ce sont des neuroleptiques. Et ils ont vu qu'en fait, avec les neuroleptiques, oui, en général, ça marchait, mais qu'il y avait d'autres neuroleptiques qui marchaient mieux et qui jouaient pas forcément sur le système dopaminergique, mais sur le système glutamatergique. Et du coup, ils ont pu, comme ça, grâce aux médicaments et un peu malheureusement par essai-erreur sur les patients, voir qu'est-ce qui marchait ou pas. Du coup, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Là, j'ai pris des informations de certains cours que j'ai eu à l'Uni, de Wikipédia aussi, de l'OMS, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je me rappelle aussi, dans les cours, on parlait beaucoup des neurotransmetteurs GABAergiques du coup. Il y a aussi l'ocytocine, il y a plein de choses. C'est plus ou moins expliqué sur Wikipédia si ça vous intéresse. Il y a aussi dans des livres un peu plus poussé, on va dire, où vraiment vous pouvez avoir un peu le haut de la recherche si on veut. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça évolue tout le temps. Comme j'ai dit, ils font un peu des essais-erreurs avec les médicaments, ils font aussi des IRM pour voir les différences, par exemple, chez quelqu'un qui a beaucoup d'hallucinations, chez quelqu'un qui a peut-être plus d'idées délirantes et tout, ils vont essayer de comparer, ils essaient d'avoir le plus de monde possible pour avoir des échantillons assez grands et du coup de pouvoir comparer avec des groupes contrôle, etc. Et vu que c'est des moyennes et que chacun est différent, enfin c'est pas évident. Mais du coup, grâce aux médicaments, à l'évolution, au niveau de la précision de quoi on cible, ils arrivent de plus en plus à isoler des systèmes. Après, vu que le cerveau est un organe qui est très souple et qui arrive parfois à contrebalancer un déficit avec autre chose, c'est assez compliqué. Mais c'est en constante évolution. Du coup, j'espère que cette vidéo a pu un petit peu vous expliquer plus ce qu'est la schizophrénie, casser un petit peu des mythes de certains films ou autres où on peut voir que potentiellement c'est un peu bizarre. Typiquement, il y a eu le Joker, qui est un film qui est génial, qui est sorti en 2019, où la personne est bizarre, mais on ne sait pas trop quel diagnostic elle a. Enfin, elle a peut-être un peu des hallucinations, elle a certainement un décalage social où elle va rigoler ou pleurer alors qu'il faut pas, etc. Mais il y a d'autres choses, on sait pas trop, jusqu'à vraiment
perte totale avec la réalité. Et puis même, je crois, sauf erreur, la personne qui a fait le film, le réalisateur, il a combiné plusieurs diagnostics apparemment, c'est ce que j'avais lu. Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point dans l'imaginaire collectif, on les représente comme des fous qui pourraient d'un coup prendre, je sais pas, une mitraillette et tirer sur tout le monde, poignarder au couteau des gens, alors que c'est très rare. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver, mais c'est surtout qu'il y a un peu une diabolisation parce que c'est encore très récent qu'on a découvert comment ça fonctionne, etc. Et il y a énormément de personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre de la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques qui ont des traitements qui sont, on va dire, stabilisés, etc. ou qui ne font qu'un épisode. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un épisode, on a plus de risques d'en faire un deuxième. Si on en fait deux, on a plus de risques. À chaque épisode, en fait, on a de plus en plus de risques d'en faire un nouveau. Du coup, il y a, je crois, à peu près 50%. Là, c'est vraiment de mes souvenirs très anciens, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Sauf erreur, on a 50% de chance de plus de faire un deuxième épisode si on en a eu un. Et après, on a, je crois, 70% de plus de chance, puis après 80. Enfin, à chaque fois, ça monte un petit peu. Donc, du coup, il y a des gens qui n'ont qu'un épisode et que ça s'arrête et qui n'en ont plus jamais. Et il y a des personnes qui font régulièrement des épisodes et il n'y en a pas une qui a fait plus d'efforts que l'autre ou quoi, c'est juste leur cerveau qui est construit différemment. Vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui est atteint de ce trouble, n'hésitez pas à en parler si cette personne est OK, ou en tout cas de lui témoigner un petit peu de soutien en lui disant que, ben voilà, vous savez que cette personne n'est pas folle. Et avant, j'ai dit que c'était mieux vu, typiquement dans la bipolarité. Il y a aussi pas mal de personnes schizophrènes qui ont été artistes parce que justement, ils ont une vision qui est nouvelle sur le monde. Donc, ce que j'ai dit, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément ok, mais c'est juste que dans la bipolarité, si on est un peu moins haut que maniaque et qu'on est hypomaniaque, on fonctionne hyper bien. On a beaucoup d'énergie, on fait plein de choses. Tandis que dès qu'on est dans la schizophrénie, on va vite être isolé socialement parce que les gens nous trouvent bizarres, parce que on n'arrive pas forcément à être socialement acceptable, en fait, simplement. Du coup, c'était plutôt dans ce sens-là que je voulais dire, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes très talentueuses qui étaient schizophrènes et qui d'ailleurs avec les médicaments n'ont plus cette capacité de créer, etc. et qui souvent d'ailleurs pour ça refusent les médicaments. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre thème de santé mentale. N'hésitez pas à partager au maximum ces informations, que ce soit ma vidéo ou d'autres, pour déstigmatiser la santé mentale. C'est hyper important, il n'y a pas de honte. Si vous vous cassez le bras, vous allez aller chez le médecin pour mettre un plâtre. Quand on a un neurone qui est cassé, on va chez le médecin pour mettre un plâtre. C'est aussi à ça que ça sert les médicaments, c'est refaire les liens entre les neurones, les liens qui ont été cassés. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.